Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges et où l'on parle de tennis et de paddle avec nos invités que sont aujourd'hui Floriane Dirks, kinésithérapeute. Elle est aujourd'hui également arbitre international. Vous avez pu la voir peut-être lors de tournois, de grands tournois, même comme Roland-Garros, Wimbledon ou récemment lors des Jeux Olympiques. Bonjour Floriane et merci de nous rejoindre. Bonjour Charlotte. À vos côtés, on retrouve le président du comité de gestion de paddle Wallonie-Bruxelles, Jean-François Gillot. Bonjour Jean-François. Bonjour Charlotte, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent, mais est-ce que je vous appelle Jean-François ou Titi? Parce que je sais que c'est votre surnom. Tout le monde me connaît sous le sobriquet de Titi, ça a commencé quand j'étais plus petit et voilà, maintenant tout le monde, voilà, c'est mieux Titi. Oui, on peut savoir l'anecdote, comment ça s'est fait? Pourquoi Titi? Le sport, toujours, j'ai commencé à jouer au football, j'étais plus petit que les autres et puis on a dit le Titi et puis c'est parti comme ça. C'est resté. Un acte notarial, on met aussi Titi, enfin, Jean-François dit Titi parce que je suis plus connu sur le sobriquet de Titi que Jean-François. Voilà. Ça va jusque-là, donc très bien. Alors on en parlait des Jeux Olympiques, c'était d'ailleurs le sujet de notre dernière émission, là où on a accueilli Dominique Monami, mais également cette semaine vont commencer les Jeux Paralympiques de mercredi jusqu'au 8 septembre et évidemment on peut aborder Joachim Gérard, le premier joueur belge qui sera présent lors de ces JO et Patrick Aumont l'a d'ailleurs rencontré il y a quelques jours. Excité, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de retourner dans le village, un village plein de vie, plein de partage, parce que voilà, Tokyo était tellement différent avec le Covid et puis aussi une atmosphère vraiment à part, donc j'ai hâte d'y retourner, d'aller m'amuser, de prendre du bon temps et surtout faire le mieux possible en compétition. Oui, on peut faire même mieux. Voilà, je sais que mon objectif en tout cas est de ramener une médaille. Maintenant, il faut savoir que voilà, je ne serai pas le seul à vouloir en ramener une. On est plusieurs prétendants. Je pense que je suis un peu, pas un prétendant, mais un peu un outsider. Parce que cette année, je pense qu'il y a le top 4 mondial qui est un petit peu au-dessus, surtout le top 2 qui est au-dessus, et puis il y a 3-4 qui se valent. Et moi, je suis juste derrière, donc il n'y a pas une grande différence. C'est vrai que je suis un peu un outsider, mais dans tous les cas, c'est dans l'objectif, donc on va se donner à fond et on verra bien ce qui se passe. Oui, une grande expérience. Maintenant, chaque jeu est différent. Le premier était vraiment pour prendre la température, le deuxième aller un peu plus chercher, le troisième, il y avait l'objectif de médaille, quatrième aussi, mais c'est toujours différent, toujours une arrivée différente sur place, et donc on verra bien sur place comment ça va se passer. Les derniers jeux, ça c'est encore autre chose. C'est aussi pour ça que je vais d'autant plus prendre du plaisir sur le terrain et m'amuser, mais tout en ayant cet objectif de résultat qui est là, et qui prend la majeure partie de mon cerveau en ce moment, et l'amusement viendra avec. Voilà, si je vais en finale, j'aurai pas le temps. Si j'y vais pas, oui, ça c'est sûr que, comme j'ai dit, quand j'essaierai d'en profiter une dernière fois et en profiter, c'est en allant voir d'autres disciplines, d'autres athlètes belges pour les supporter, parce que je pense qu'on a beaucoup de chances de médailles dans diverses disciplines. Donc si grâce à un supporter en plus, ça peut aider un peu, je serai le premier à vouloir supporter nos athlètes. Il n'y en a pas un qui en ressort, mais les rentrées dans les stades olympiques lors des cérémonies d'ouverture sont juste incroyables. Celle de Tokyo un peu moins parce qu'il n'y avait pas de public. Et ici, ça va être très particulier parce qu'on va être sur les Champs-Élysées, mais c'est chaque fois des frissons de la tête aux pieds et un souvenir incroyable parce qu'on ne vit pas ça tous les jours, même si ça va être ma 5e reprise. Je pense que c'est toujours un moment exceptionnel. Joachim, qui sera d'ailleurs le porte-drapeau lors de ces JO. Alors des événements de haut niveau, mais également des événements de vulgarisation, comme la journée Open au Tennis Club de Anse, qui s'est déroulée le 15 juillet dernier.
je m'appelle Paul-Patrick Brabant, je suis responsable de la compétition, des règlements et des classements pour la Fédération de tennis Wallonie-Bruxelles et également du tennis en chaise pour la même fédération. La journée Open ici du tennis en chaise, donc pour l'inclusion au tennis en chaise, elle a débuté l'année dernière, donc on est dans la 2e édition. Et le but ici, c'est tout simplement d'offrir un événement aux joueurs en chaise, mais surtout de faire découvrir le tennis en chaise à ceux qui sont des joueurs valides et qui pourraient intégrer à un moment donné un événement avec les joueurs de tennis en chaise. Le fait d'avoir des personnes valides qui participent avec nous dans cette journée, en fait, de les installer dans les chaises, ça va leur permettre aussi de découvrir notre sport, notre difficulté à devoir se déplacer en chaise sur un terrain de tennis. Vraiment le fait de se rendre compte de ce que c'est d'être dans un fauteuil et tout simplement se rendre compte que le tennis, c'est déjà pas toujours facile, mais alors avec un fauteuil en plus, c'est encore plus compliqué. C'est une partie qui est vraiment intéressante, surtout qu'ici on va vraiment lancer aussi la partie cours de tennis en fauteuil et donc c'est aussi important qu'un valide se mette dans le fauteuil pour se rendre compte de vraiment ce que c'est. Un joueur de tennis en chaise a un classement pour pouvoir jouer avec les joueurs de tennis valides. Avec les règles du tennis en chaise, donc avec 2 rebonds, c'est la seule grande différence qu'on peut trouver lorsqu'il participe au tournoi de tennis avec les joueurs valides. Il y a pas mal de joueurs qui s'essayent au tennis en fauteuil et du coup qui rentrent dans les clubs et ça c'est évidemment c'est ce qu'on cherche et c'est important de pouvoir aussi donner cette formation à plein de personnes à mobilité réduite, quoi. On a la chance d'avoir notre idole Joachim Gérard pour aussi pouvoir promouvoir tout ça. On a la chance d'avoir un athlète pareil et d'aller le voir et pouvoir se rendre compte. Et il est là aussi pour aider, participer aux journées quand il peut. Alors pour moi, Joachim est un véritable ambassadeur au niveau du handisport et du tennis en chaise, mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont de vrais ambassadeurs, Maxime Carabin, Maxime Ordis, etc. Mais il est clair que Joachim en tennis, c'est notre ambassadeur, ça personne ne peut le contester. Ça fait, depuis qu'on a repris le club, on a vraiment souhaité pouvoir balayer un petit peu toutes les activités qui sont liées au tennis, notamment le handisport. Et on a ici une ASBL, les Rolling Chairs, qui étaient déjà là avant qu'on reprenne le club. Et c'est naturellement que la collaboration s'est mise en place avec eux. Floriane, justement, un petit mot sur votre parcours. Comment êtes-vous devenue arbitre ? Alors moi, j'ai commencé très jeune, donc j'avais 11 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé dans mon club, c'est le juge arbitre de mon club qui a repris une dizaine de jeunes, qui nous a donné des cours d'arbitrage, les règles, un peu toute la théorie, et puis on a passé un petit examen théorique pratique. Ensuite, j'ai arbitré les finales des tournois de clubs aux alentours, et puis j'ai été reprise en fait par des arbitres internationaux qui m'ont coachée. Donc des arbitres belges, mais qui travaillaient déjà à l'international, qui m'ont coaché sur des tournois internationaux. Et petit à petit, j'ai commencé à progresser d'abord sur les tournois internationaux en Belgique et ensuite sur les tournois internationaux à l'étranger. Et c'est comme ça que je me suis fait un nom petit à petit et que j'ai été reprise parce que mon boulot était apprécié. Très bien. Et justement, quelles sont pour vous les qualités indispensables, je dirais, pour être arbitre ? Est-ce que la concentration... Oui, c'est donc beaucoup de concentration, effectivement. Il faut du sang-froid aussi pour pouvoir réagir dans la seconde. Une bonne vision, évidemment, pour juger les balles. Et alors, il y a beaucoup de communication aussi, donc surtout quand on est arbitre de chaise, donc il faut communiquer avec les joueurs, pouvoir les comprendre et faire passer les messages aussi de manière correcte et calme aussi. Est-ce que vous avez un petit riri, un rituel ou une habitude juste avant d'entrer sur le terrain ? On se concentre, on essaye d'être dans un mood positif, confiant aussi, et d'arriver déjà là en dégageant déjà de la confiance parce que c'est ce que les joueurs ressentent aussi directement. On se met en condition. Voilà, exactement. Et à titre personnel, donc vous avez eu l'honneur, je vais dire, d'arbitrer des matchs avec des joueurs comme Nadal, Federer, David Goffin. Oui. Quel a été le plus beau moment, le plus beau match ? Il y en a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de très beaux moments. Cet été-ci a été particulièrement exceptionnel parce que j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques, donc ça c'est vraiment un objectif de carrière. Et alors j'ai officié sur la finale messieurs à Wimbledon cette année entre Djokovic et Alcaraz.
Et voilà, Wimbledon, c'est vraiment quelque chose de très particulier, l'ambiance, la tradition. Et donc ça, c'était vraiment une consécration aussi au même titre que les Jeux Olympiques. Mais alors justement, Titi, je le disais en début d'émission, vous êtes le président du comité de gestion Paddle Wallonie-Bruxelles. Comment vous en êtes arrivé là ? D'abord, j'ai commencé à jouer au paddle. Donc, j'ai connu, comme tous les pionniers belges du paddle, dans le sud de l'Espagne. Au début des années 2000, on devait laisser les raquettes en Espagne puisqu'il n'y avait pas de terrain chez nous. En 2019, j'ai créé mon club à Rochefort. Et de là, à partir de ce moment-là, la fédération a créé une section paddle. Donc, j'ai remis ma candidature à ce comité de gestion qui a été créé. J'ai été élu et maintenant, je suis président du comité de gestion. Voilà. Et en quoi consiste votre rôle, du coup ? Nous, le rôle que nous avons, c'est de développer le paddle, évidemment, d'aider les clubs, d'aider les joueurs. On regarde aussi au règlement, puisqu'on doit adapter tout ça. Et voilà, donc le but, c'est de faire jouer au paddle le maximum possible. Alors justement, au paddle, on a pu assister à de belles performances au FIP Rise de Mol et celui de Caen. Comment se sont déroulés ces tournois ? Mais à Caen, je pense que la date a été mal choisie. Il n'y avait pas tellement de joueurs, oui, parce que c'est les congés scolaires. Par contre, pour les jeunes qui ont participé, c'est une superbe expérience. Et on a eu un finaliste du club organisateur qui était là. Donc, oui, voilà. Et justement, quel était l'enjeu finalement de ces tournois ? L'enjeu, c'est pour les jeunes, on doit connaître les jeunes, ils se font connaître. Et nous, au niveau fédération, évidemment, on va essayer d'aller les pêcher, de faire une section, je veux dire, pas pro, mais élite, comme il y a au tennis, qu'on a fait à Mons au tennis. Au paddle, on n'a pas encore ça chez nous. L'idée d'aller le chercher, justement. De les trouver, oui, qu'ils se fassent connaître, évidemment, par ces tournois-là, oui. Très bien, alors on peut évidemment aborder avec vous le parcours et les récents résultats de Clément Gaines. Évidemment, le numéro 1 en paddle. Effectivement, il vient de gagner ici à Mol. Clément avait un objectif, c'était d'être dans les 100. Donc depuis le 10, il est 100e mondial, donc il est rentré dans les 100. C'était son objectif. Maintenant, ce n'est plus son objectif. Il doit aller plus haut maintenant. Il va viser plus haut. Connaissant Clément, il va s'atteler à ça, oui. Un petit conseil quand même à lui donner ? Qui reste comme il est, surtout. Il a un caractère formidable. Qui croit peut-être plus en lui. Et si je peux dire une phrase de ce garçon, c'est que aussi bien dans la vie que sur le terrain, c'est un gentleman. Très bien. En tout cas, s'il nous écoute, ce sont des jolis mots de Titi. Merci à vous. Alors, plus ou moins au même moment, du 18 au 26 août, on a pu retrouver le tournoi international de la province de Liège, un 15 000 $ que vous connaissez bien, Floriane. Oui, tout à fait. C'est un des 15 000 $ en Belgique qui m'ont formée et donc voilà, où j'ai eu beaucoup de plaisir à arbitrer aussi. Et c'est un très beau tournoi familial avec une chouette équipe et donc voilà, j'en garde de très bons souvenirs. Comment elle était l'ambiance ? C'est particulière ? On a souvent une ambiance entre arbitres aussi sur ces tournois-là, donc entre arbitres et puis avec l'équipe du tournoi. C'est un beau cadre et alors voilà, en général on avait une chouette équipe aussi avec pas mal de Belges, des amis. C'est tout un ensemble et familial, comme vous le disiez. Exactement, oui. Très bien. Je vous propose de revivre un petit peu cette ambiance avec cette séquence. RATC Lambermont, on a une chance énorme, c'est une région où le tennis est vraiment important et donc on a toujours beaucoup de monde. J'ai gagné il y a 2 ans ici. Ouais, c'était mon premier titre et c'était incroyable parce qu'il y avait un monde de fous et un moment agréable de jouer à la maison. Tout le public était pour moi, sûr que ça porte. On a des joueurs comme David Goffin qui proviennent d'ici, ça aussi Raphaël Collignon, Gauthier Auclin. La région liégeoise est une terre de tennis. Jouer contre un Belge, c'est pas forcément plus compliqué, ça reste un joueur comme un autre. Peut-être qu'ils ont peut-être plus de pression, mais au final, ça reste un joueur comme un autre. Ce type de tournoi en fait permet à nos joueurs d'obtenir leur premier point ATP. C'est une chance pour eux de pouvoir jouer en Belgique parce qu'évidemment ça coûte fort cher tous ces déplacements, tous les entraîneurs qui doivent accompagner. S'ils jouent aussi devant leur public, c'est vraiment les meilleures conditions possibles dans lesquelles on essaye de les mettre pour qu'ils puissent prendre leur premier point. La semaine on organise un Kids Day, une journée de promotion pour les enfants où justement ils ont l'occasion eux-mêmes de taper la balle. Mais ils peuvent aussi s'essayer au paddle, ils peuvent aussi regarder un match et voir du beau tennis. J'aime jouer au tennis, je suis passionné et tant que je peux encore un peu progresser et que je prends du plaisir sur le terrain, c'est vraiment ça qui
fait que je joue encore. Émilien Demanet a d'ailleurs remporté son premier titre lors de ce tournoi liégeois. Et justement, Floriane, je voulais voir avec vous qui, à 33 ans, avait un badge de bronze au niveau international. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors il y a 4 niveaux pour l'arbitrage international. Donc il y a le badge blanc, badge bronze, badge d'argent et badge d'or. Badge d'or, en général, ce sont ceux qui font les grandes finales de Grand Chelem ou des tournois ATP, WTA. À partir de badge bronze, il y en a beaucoup qui sont full-time, donc qui font que ça. Et donc en fait, ça me permet de travailler en tant qu'arbitre de chaise sur des grands tournois. Alors soit des challengers ATP, des tournois ATP aussi, WTA, et alors de temps en temps sur les grands chelems. Sur les grands chelems, par exemple, là je combine, parfois je fais des chaises, donc je travaille en tant qu'arbitre de chaise en qualif, et puis je travaille comme juge de ligne à côté. Mais alors on le sent franchement, d'assister à de tels tournois, c'est voilà, une belle réussite déjà pour vous. Mais justement, quelle est la place de la femme, je me demandais, en termes d'arbitrage? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Quelle est la proportion, plus ou moins? Alors, au plus haut niveau, donc je dirais dans les badges d'or, on est pratiquement à 50-50, mais par contre, là où le bas blesse, c'est plutôt au niveau inférieur, où il y a quand même encore une grosse différence. Je pense que ça vient vraiment aussi de la base de la pyramide, et donc dans les clubs, ou même dans les clubs, il y a quand même plus de membres masculins que féminins. Et puis, oui, ça reste plus difficile d'attirer les femmes à l'arbitrage. Et donc, c'est un combat qu'il faut mener, et que aussi les fédérations internationales s'activent maintenant vraiment pour changer ça. Est-ce que ça vous a motivé à vos débuts, ou au contraire, c'était un petit peu effrayant? Non, ça m'a jamais effrayé d'être dans un milieu masculin. Au contraire, moi, c'est quelque chose qui me plaît, je m'y sens à l'aise. C'est pas quelque chose qui m'a motivée au début parce que j'étais vraiment jeune, et ça n'a pas été une motivation particulière. Maintenant, voilà, je trouve que c'est important aussi d'attirer l'attention par rapport à cette problématique, tout en restant objectif aussi, et voilà, en faisant aussi avec ce qu'on a et en gardant la qualité de l'arbitrage. Qu'est-ce que vous lui diriez justement à cette jeune Floriane qui débute? De profiter de chaque moment. La Floriane qui a débuté n'imaginait absolument pas se retrouver ici avec toutes ces expériences. Vraiment, je n'imaginais pas du tout aller aussi loin. Mais voilà, c'est vraiment de croire en elle, profiter de toutes ces expériences et voilà, et de vivre chaque instant, ouais, se faire confiance, très bien. Et quelles sont aujourd'hui vos perspectives? Alors là, mes perspectives, ce serait de continuer à travailler en tant qu'arbitre de chaise et d'essayer de monter sur les tournois, de grade aussi, si j'en ai la possibilité. Et donc voilà, d'essayer d'avoir des opportunités, des plus grandes opportunités aussi. J'en ai eu beaucoup cette année. Et voilà, de continuer à travailler, à performer et voilà, d'y croire aussi pour l'avenir. Justement, Jean-François, côté paddle, est-ce qu'on remarque une hausse en termes de joueuses féminines, enfin de joueuses? Il y en a de plus en plus, que ce soit des jeunes, des dames ou des hommes. Le paddle est en progression, n'est pas encore arrivé au top. Il y a de la place pour beaucoup de monde encore. Les clubs se créent, il y a de plus en plus de clubs. Qui dit club dit joueur, qui dit club dit joueur, compétition, tournoi. Donc oui, ça n'arrête pas pour l'instant. Je profite aussi pour remercier la directrice opérationnelle de la fédération, Céline Guissard, et tous ses collaborateurs, parce que il y a de plus en plus de travail et ils sont toujours au taquet pour que le joueur puisse participer et avoir vraiment le meilleur service possible. Et il y a, j'imagine, les interclubs qui sont aussi là pour fidéliser ces joueuses. L'interclub est une fête, parce que quand vous jouez en tournoi, vous avez un partenaire. En interclub, on part à 4 ou à 6. C'est vraiment, je pense, comme au tennis, c'est une fête et les joueurs attendent les interclubs avec intérêt, avec passion. C'est votre cas? Bien sûr, oui, évidemment, je suis toujours joueur. Et on a les interclubs de printemps et maintenant viennent de commencer les interclubs, je vais dire, junior vétérans.
Alors avant d'aborder les news tennis et paddle, je vous propose un petit voyage en Italie lors des championnats d'Europe à Cagliari, donc l'île du sport, comme on l'appelle. Qu'est-ce que l'on peut dire, vous qui êtes membre également, Jean-François, de l'équipe Paddle Belgium, qu'est-ce qu'on peut dire sur la performance nationale ? D'abord, on a eu un très mauvais tirage au sort, que ce soit chez les dames comme les messieurs. Donc, on a eu le groupe de la mort, on peut pas appeler ça. Le Portugal était dans le chapeau 4. On a hérité aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Malheureusement, on termine 3e, donc on a joué pour à partir de la 9e place. On a gagné les trois manches, donc on a terminé 9e, donc premier des éliminés, je vais dire. Voilà. Je pense que la place de la Belgique aujourd'hui au niveau du paddle, que ce soit féminin ou masculin, on doit être aux environs de la 5e ou 6e place. Voilà. Et par rapport justement à ces championnats du monde qui vont débuter fin octobre, quels sont les objectifs fin octobre, tout à fait. Oui. Les objectifs, c'est d'être dans les 8 premiers parce que ça nous permet d'être qualifiés d'office pour les prochains championnats du monde. C'est vraiment l'objectif principal de ce championnat. Très bien, alors j'imagine, c'est vrai que ça exige une certaine concentration, le sport est présent, mais on a quand même pas mal d'amusement avec ces voyages. Oui, évidemment, ils ne sont pas, à part Clément qui est professionnel, mais il donne des cours, sinon en Belgique on n'est pas professionnel. Donc, les gens, oui, évidemment, ils profitent aussi du voyage. Il y a l'ambiance. C'est encore, je veux dire, chez nous, c'est encore amateur. Voilà, oui. Est-ce que vous avez une petite anecdote par rapport à ça ? Non, je pense que tout le monde profite de sa manière. Non, je n'ai pas d'anecdote. Non. On va pas dévoiler des secrets. Bon, pourquoi pas ? Après l'émission. Et vous, Floriane, pas de secret, mais je veux dire une anecdote lors des JO, par exemple. Ouais, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a eu l'occasion d'assister à la cérémonie d'ouverture. Donc on était invités en fait par la Fédération internationale à assister à la cérémonie et c'est quand même un moment magique. Oui, incroyable, vraiment magique. Et donc ça c'est une petite anecdote et une fierté aussi de représenter la Belgique en tant qu'arbitre belge au JO. Et puis de vivre des moments comme ça, c'est vrai que il faut profiter de chaque instant parce qu'on les vivra peut-être qu'une seule fois dans notre vie. Totalement. Il y a une tournante également, vous me l'expliquez, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les arbitres ne peuvent pas... Oui, c'est ça. Donc en fait, on est sélectionné par la Fédération internationale. Si on est sélectionné pour les Jeux Olympiques, on ne sera pas sélectionné pour les Jeux Paralympiques et inversement. Donc là, c'est une autre Belge, Laura Baccaro, qui est aux Jeux Paralympiques depuis aujourd'hui. Et jusqu'au 8 septembre, peut-être, nous le verrons. Très bien, alors on a parlé justement des Jeux paralympiques où l'on espère une médaille de Joachim Gérard. On a eu avant ça les Jeux olympiques, notamment avec Zizou Berks qui s'est incliné au tout premier tour face à Stefanos Tsitsipas, contre lequel il a tout de même pris le deuxième set. La paire belge Vliegen et Gilles s'est inclinée quant à elle au deuxième tour, non sans avoir eu plusieurs balles de match contre Andy Murray et Daniel Evans. L'US Open, quant à lui, a commencé tout récemment avec 4 joueurs belges, Zizou Berks, David Goffin, Greet Menen et Elise Mertens. Mais l'enregistrement se faisant avant, je ne peux pas encore parler de résultats. Au niveau du tennis masculin, l'été a été plutôt bon, donc je le disais tout à l'heure, avec Emilien Demané et Jacques Leger également, qui ont remporté leur premier tournoi M15, le premier à Libramont et le second à Eupen. Et au niveau féminin, le 15 000 $ de Bollé a encore attiré quant à lui la grande foule. On notera d'ailleurs 2 très belles performances de jeunes joueuses belges, Kat Copé et Romane Longueville, qui ont été en quart de finale en simple et qui ont tout simplement remporté les doubles. Alors on reste sur la réussite avec Raphaël Collignon qui est entré dans le top 100 après des succès dans 25 000 $ et un Challenger. On aura également l'occasion de le retrouver lors de la Coupe Davis puisqu'il a été sélectionné pour aller à Bologne dans la présélection de Steve Darcy pour les 3 matchs qui se tiendront juste après l'US Open lors de la Coupe Davis. L'équipe est composée de Raphaël Collignon, je le disais, de Zizou Berks, de Joran Vliegen, Sander Gilles, Joris Delors et Alexander Bloks. Alors David Goffin, que l'on ne retrouve pas forcément, mais pour l'excellente raison qu'il va devenir papa pour la première fois, justement, d'une petite fille pendant cette Coupe Davis. Un Goffin qui est en grande forme pour l'instant, puisqu'il a été en demi-finale d'un Challenger avant de rééditer la performance en atteignant le dernier carré de l'ATP 250 de Winston-Salem, où il a battu pas moins de 4 top 100. Un petit commentaire peut-être sur les performances du Liégeois ?
Alors moi, je ne vous ferai pas de commentaires parce que je dois rester neutre et en tant qu'arbitre. Qui plus est. Donc, oui, voilà. Très bien. Et vous, Titi? C'est toujours bien qu'il soit pas au sommet, mais qu'il est toujours dans l'actualité. À un moment donné, il était un peu dans le creux, il revient. Voilà. C'est bien pour le tennis francophone, pour le tennis belge, qu'il soit toujours là. Côté paddle, donc on l'a dit, hein, Clément Gaines qui respire la grande forme aussi, le directeur sportif de Paddle Wallonie-Bruxelles qui s'est imposé dans 2 tournois en 2 semaines, associé au tout début à l'Argentin Juan Ignacio Rubini. Il a gagné le FIP Rise de Rome et ensuite il s'est imposé au FIP Rise de Molde, donc comme on le disait tout à l'heure, avec le Français Thomas Legge. Ça, donc on voit ces belles images. Qu'est-ce que ça vous inspire, par exemple, de voir ça comme ça, Titi? D'abord, comme je dis toujours, c'est un charmant garçon, c'est vraiment un beau fer de lance pour notre fédération. J'espère qu'il va faire des petits derrière, qui vont le suivre. On a intérêt à avoir des résultats au niveau international et merci Clément de les amener pour pousser le paddle belge. On a eu également l'occasion de parler des championnats d'Europe senior, mais on aura les juniors début septembre, notamment à Budapest, en Hongrie. C'est ça, donc je pense qu'on va voir notamment l'équipe ici, la composition de l'équipe. Vous pouvez un petit commentaire, peut-être, Jean-François, sur ce visuel? En tant que Wallon, un peu de déception parce que c'est beaucoup de joueurs néerlandophones, mais il y a plus de joueurs en Flandre actuellement qu'en Wallonie. Donc on a un retard sur eux et Clément, en tant que directeur, est en train de monter justement une école, une académie pour pouvoir sortir des jeunes Wallons pour arriver là. L'année prochaine, en 2025, voilà. On se reverra peut-être sur ce plateau. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu présent pour ce 13e épisode de Service Gagnant. Merci aux médias de proximité et aux équipes de TéléMB qui assurent le bon déroulement de cette émission. Et merci à vous de toujours être fidèles au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, au mois de septembre pour un tout nouvel épisode. Merci à vous.